C'était une petite fille sage, gentille, enfin je sais pas gentille, j'en sais rien, une petite fille sage qui travaillait très bien à l'école et qui était hantée de cauchemars, voilà. Qui n'avait pas la même appréhension que les autres pour aller jouer, voilà. J'ai l'impression que plus rien n'existait, que tout ce que j'avais au fond de moi n'existait pas. Et je suis rentrée chez moi et à ce moment-là, je me suis mise à écrire. Pendant 4 mois, j'ai écrit. Voilà, c'est là que j'écris. Dans ce bureau à l'ambiance tamisée, Isabelle Sézonal-Basilicato achève son 6e ouvrage. C'est à cette même place qu'il y a maintenant 8 ans, Isabelle a trouvé les mots pour décrire son enfance. Abusée par un membre de sa famille de l'âge de 4 à 14 ans, elle s'est aujourd'hui relevée de cette épreuve avec courage. Déjà, mettre les mots, c'était reconnaître ce qui s'était passé. Par contre, je n'étais pas capable de vraiment mettre la gravité, de comprendre la gravité de ce qui s'était passé. Là, le travail thérapeutique m'a aidé à recadrer tout ça, quoi, en fait. Parce que quand ça se passe très petit, vous êtes très mal construit. Vous êtes mal construit. L'amour, c'est votre famille qui vous le donne. Et c'est ça ce qu'on me donnait. Donc je ne savais pas vraiment ce qui était bien et mal, voilà. Lorsque j'ai réussi à écrire ce livre, donc j'ai enfin utilisé des mots, j'ai enfin compris que j'étais capable de parler et d'écrire. Et donc et là, ça m'a été très facile. J'en suis à mon 6e livre aujourd'hui, donc en peu d'années, j'adore ça, écrire. Donc j'ai trouvé les mots. En 2013, Isabelle publie son premier manuscrit, La poupée d'Archimède. Instantanément, une douleur intense l'envahit. Donc, écrit dans un cri. Mais cette souffrance est pourtant nécessaire à sa reconstruction. Je ne peux pas le relire, hein. Voilà. Celui-ci, je ne le relis pas, hein. Ça, c'est pas possible. Voilà. Pour comprendre ce qu'Isabelle a ressenti les premières années de sa thérapie, pourquoi tant de douleurs ressortent des années après, nous partons du côté de la Turbie, rencontrer Carole Maire, une psychanalyste habituée au sujet de l'inceste. C'est elle qui nous décrypte les raisons parfois décalées qui poussent les patients victimes d'inceste à passer le seuil de son cabinet. La personne ne va pas forcément venir et nous dire « voilà, j'ai été incestée ». Elle va dire « voilà, j'ai déménagé » ou j'ai eu mon fils, j'ai eu ma fille et j'ai des images qui remontent. Voilà, je me sens pas bien, aidez-moi, aidez-moi. Mais il y a un événement déclencheur. Et à partir de cet événement déclencheur, on tisse. On tisse et on tire les fils désignifiants où la personne va pouvoir exprimer petit à petit et recoller aux affects qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle, même déniés, même supprimés. Écrire est un exutoire. Il permet aussi de mettre des mots sur son histoire. Tout le monde n'a pas besoin d'une analyse après un traumatisme, hein, non plus. Voilà, c'est selon la demande et selon la souffrance de l'individu. Le choix d'Isabelle d'exprimer ses supplices sur le papier n'a pas été de tout repos. Peu de temps après la parution de La poupée d'Archimède, elle se heurte aux limites de la liberté d'expression. Sa famille l'assigne en justice pour atteinte à la vie privée. Ça a été très dur, ça a été un choc, hein. Vous recevez ça en pleine figure, comme sur un ring de boxe, quoi, vraiment KO. Et puis, avec l'aide de la thérapeute quand même, et l'écriture d'autres livres, de nouveaux livres, parce que j'ai continué, bien sûr des romans dans ce cas-là, hein, j'ai continué avec des romans, mais j'ai continué à m'exprimer. J'ai pu vraiment sortir du déni, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, le fait de les voir tous en bloc contre moi m'a fait vraiment réaliser qui j'avais en face de moi et m'a permis de couper totalement avec eux. Une réaction de la part de son entourage familial qui peut paraître incongrue au vu de la situation, mais qui reste malgré tout légale. C'est toujours périlleux pour une personne qui a été victime d'agissements incestueux, par exemple, de s'exprimer publiquement. C'est ça, ouais. Publiquement, alors que les faits qu'elle va révéler au grand public sont prescrits. C'est quelque part, c'est périlleux. C'est périlleux parce que on met en cause les gens la plupart proches, puisqu'on est dans un cadre incestueux, c'est-à-dire familial.
Donc on va mettre en cause, sauf à changer les noms. Mais si on va mettre en cause des personnes très proches, elles vont considérer ces personnes comme étant salies publiquement. C'est ça le problème, c'est publiquement. Et donc on peut s'exposer là aussi donc, à des entre guillemets, des retours de bâton ou des réactions plus ou moins violentes. Une chose dont Isabelle a eu conscience dès les premiers instants. Mais entre écrire et s'abstenir, son choix était clair. Il lui a fallu extérioriser ce qu'elle avait au plus profond d'elle, mais autre obstacle à son rétablissement, la prescription. Soumise à la prescription, je suis hors la loi en écrivant. Donc pendant toute ma vie, on m'a fait taire. Et au moment où j'ai la capacité de le faire, de parler, on me dit « vous n'avez pas le droit de le faire ». Et je suis condamnée. On ne parle pas d'inceste, on ne le juge pas. Dans le livre, on occulte même les passages qui sont cités pour lesquels je suis condamnée. Il y a un passage où clairement, je dis voilà ce que j'ai subi. Mais on ne va pas juger ce que j'ai subi, on va dire, elle sous-entend que sa mère n'est pas gentille. Voilà. Cet élément nourrit le débat actuel autour de la prescription. Mais il met aussi en exergue le flou juridique sur les cas d'inceste. L'inceste n'est pas une infraction en soi. C'est une circonstance aggravante. Mais l'inceste, en tout cas pour l'heure, ne figure pas en tant que tel dans les crimes. Encore que le fait que l'inceste soit considéré comme une circonstance aggravante, je vais dire, suffit à la répression. Clairement, je suis pour la prescriptibilité, parce qu'il faut laisser le temps à la victime de pouvoir parler, et ce temps-là, il peut prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà. Bon, moi j'ai été soumise à la prescription, à l'époque c'était 10 ans après les faits. Bon. Mais aujourd'hui, je dis effectivement, je ne sais pas si 30 ans après la majorité, la victime sera capable de pouvoir parler. J'en sais rien. Donc laissons-lui le temps de parler, ça lui permet sa reconstruction et ça lui permet aussi de pouvoir témoigner si le bourreau a fait d'autres victimes. Il ne devrait pas avoir de prescription. Puisque de toute façon, la personne va souvent travailler avec un pédopsychiatre, avec un psychanalyste, avec un psychologue, va effectivement se rendre compte petit à petit de ce retour de refoulé et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'inceste qu'il a subi. À partir de là, ça peut être dans les 2 ans, mais ça peut être dans 30 ans, 50 ans. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire. On peut pas dire que le sujet va se réveiller. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Pourtant, l'échelle de la gravité des infractions prévues par le Code pénal n'évalue pas l'inceste comme nécessitant un délai de prescription plus long. J'allais dire, aujourd'hui, il y a une seule infraction qui échappe à la prescription. C'est le crime contre l'humanité. Elle est imprescriptible. Mais si on recherche quelles sont les infractions qui bénéficient de la prescription la plus longue, c'est-à-dire qui ont vraiment, la loi leur donne le temps de la réflexion et de l'action, ce sont les infractions sexuelles, surtout lorsqu'elles sont perpétrées à l'encontre de mineurs. Malheureusement, l'appareil de justice traite de sujets humains, tous aussi différents que complexes. Alors, face à ce mur juridique, le retour peut parfois blesser. Même si j'étais préparée à ça, puisque je savais très bien que j'étais pas sûre d'avoir un procès, mais je m'en doutais vraiment, quoi. Donc j'étais préparée à ça et j'étais préparée à avoir tort. J'avais quand même fait ce travail et je m'attendais un petit peu à ça. Entre prévoir les choses et les vivre, il y a quand même une différence. Donc c'est très très difficile, très douloureux. C'est doublement encore douloureux, quoi. La justice me dit... Taisez-vous, vous avez tort, vous devez payer. Malgré l'autocensure, Isabelle continue de graver son histoire sur le papier, cette fois-ci sous forme de fiction. Aujourd'hui, convaincue de l'importance de partager son histoire, elle écrit pour les autres. De toute façon, parler, je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais emmurée dans le déni d'inceste, emmurée avec ce crime en moi, quoi. Voilà, donc je l'ai gardé. Il fallait déjà le sortir, hein. En parler, c'est permettre de le sortir. C'est difficile, parce que ça vous fait faire face à ce que vous avez subi, mais c'est un mal nécessaire, voilà, ce que je pense. Hein, bon. Aujourd'hui, on assiste à
une explosion de la parole. On dit, tout le monde se satisfait du fait que la parole a été libérée, moi aussi. Mais là, je trouve que parfois, c'est de l'explosion, c'est plus de la libération. Du moment où on est dans l'excès, on a tendance à prendre pour argent comptant la parole, alors que celle-ci est un peu comme la langue d'Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Et qu'il faut donc être toujours circonspect. Il faut la recueillir sans aucune réticence, mais il faut ensuite l'examiner, c'est-à-dire la mettre à l'épreuve des faits et des preuves. Alors, libérer la parole, ça veut dire quoi? Libérer la parole, c'est déjà dans l'intime qu'elle se libère. Et justement, avec une thérapie, une analyse, où la personne va se sentir bien avec le thérapeute. Parce que dire « j'ai été incestée », à la limite, toutes les femmes et tous les hommes peuvent le dire. Mais là, dans le cœur, dans le corps, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc libérer la parole, pas n'importe comment. D'abord travailler l'intime pour justement avoir les tenants et aboutissants de notre propre histoire. Et justement de pouvoir dire cette haine et non pas la livrer comme ça en extime à la population. Parce qu'en définitive, le but des thérapies, le but des analyses, le but d'être accompagné, c'est de pouvoir vivre à nouveau. L'écriture a permis à Isabelle de vivre à nouveau. À l'apparition du hashtag MeTooInceste, elle n'a pas hésité une seconde à repartager son histoire. Pour moi, le MeTooInceste, c'est positif. Voilà. Là, je ne peux pas voir un pesant négatif. Pour moi, c'est des femmes ou des hommes aussi, bien sûr, qui, grâce à ce mouvement, arrivent à passer dans ce mouvement et eux aussi parler. Parce qu'ils n'auraient pas eu le courage autrement de parler, quoi. Là, ils se sentent épaulés par tout le monde, par tous ces gens qui témoignent aussi. Et donc, ils ont l'impression de passer plus inaperçus. Donc, ils le disent. Et ça va leur faire du bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est positif. Moi je suis pour la liberté d'expression, mais qui dit liberté dit responsabilité. Il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Or ce que je mets très difficilement, voire je ne mets pas du tout sur les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Donc on peut se dissimuler derrière un pseudo et par cette dissimulation jeter le discrédit, l'opprobre sur tout le monde. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Ceux qui sont pour MeToo, ils ont la responsabilité d'en informer le public. Donc à partir de là, on est tous responsables. Comme on est responsable de faire un travail sur l'intime avec un accompagnement thérapeutique. Cet accompagnement thérapeutique, Isabelle l'a suivi avec assiduité durant 8 années. Après 4 livres sur le sujet de l'inceste, l'écrivaine a retrouvé le sourire et profite de sa nouvelle vie, loin de cette affaire. Chaque matin, elle marche auprès de la nature, un moyen pour elle de faire le plein d'ondes positives. Voilà, nous c'est par là. Mais... Seule ou accompagnée, ces balades représentent pour elle une source d'inspiration vitale. Je nage pendant 1 heure, tranquillement sur le dos, et je rêve. Et voilà, et j'écris mes livres comme ça dans ma petite tête. Je pense que ça s'appelle la méditation. Ça permet de faire de la méditation de pleine conscience. Je pense que c'est ça. Je ne savais pas que je faisais ça, mais voilà, c'est être ancré bien dans la terre, le retour à la nature. L'inceste a toujours existé, malheureusement. Je dirais qu'on peut s'en sortir. De n'importe quel trauma, on peut s'en sortir. Seulement, il faut le vouloir et il faut s'accrocher. Parce que j'avais l'impression que moi, j'étais dans une poubelle. Voilà. Donc, c'est cette vie-là que j'ai eue. Et puis, bon, finalement, je suis arrivée à balancer tous les détritus et puis sortir de la poubelle, quoi. Voilà. C'est ça, en fait.